De nouveaux détails sur le lancement de missiles de la Corée du Nord. Le régime de Kim Jong-un a tiré ce qui est supposé être un missile balistique à portée intermédiaire au-dessus de l'espace aérien japonais pour la deuxième fois en un mois. La menace de l'arme nucléaire par la Russie est une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationale. Je ne peux absolument pas l'accepter. Si vous pensiez que l'Ukraine et Taïwan étaient dans une mauvaise situation, alors le cas du Japon vous donnera une crise cardiaque. Malgré avoir eu l'une des armées les plus fortes et les plus grandes pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon moderne n'a pas du tout d'armée. C'est fou car il est toujours en conflit avec ses voisins agressifs. La Chine tente encore de s'emparer des territoires disputés du Japon. La Corée du Nord continue de lancer des missiles dans l'espace aérien japonais. Et même la Russie convoite les terres japonaises contestées. Malgré ces menaces, le Japon adopte une politique non militariste. Cet engagement découle de sa constitution d'après-guerre, qui rejette la guerre comme moyen de résoudre les conflits. En fait, les États-Unis ont protégé le Japon grâce à leur garantie de sécurité. Cependant, il semble que le président Trump soit mécontent et pourrait bientôt se retirer de ces accords. Nous avons un accord intéressant avec le Japon. Nous devons les protéger, mais ils n'ont pas à nous protéger. Vous le saviez? C'est ainsi que l'accord est rédigé. Nous devons protéger le Japon. Soit dit en passant, ils font fortune avec nous économiquement. Nous devons protéger le Japon, c'est un autre cas. Mais en aucun cas, ils n'ont à nous protéger. Je me demande réellement qui conclut ces accords. Alors, avec les États-Unis menaçant d'abandonner le Japon et avec ses propres voisins devenant de plus en plus forts et agressifs, comment le Japon survivra-t-il sans une armée à lui? Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ci-dessous ». Cela aide beaucoup contre les bots, qui essaient de limiter la portée de la vidéo. Récemment, la chaîne a été signalée en masse pour ma couverture de la guerre russe, ce qui a entraîné une grande baisse des vues, donc vos likes aident vraiment beaucoup. Merci. Pour mieux comprendre ce cas, nous devons d'abord remonter dans le temps, à l'apogée de l'impérialisme japonais. Au début du XXe siècle, le Japon était une puissance impériale en pleine expansion, cherchant à accroître son influence. Il avait une armée forte, modernisée grâce à des années de réformes, et était déterminé à devenir une force mondiale majeure. Le chemin de la nation vers la puissance militaire a commencé à la fin des années 1800. Après des siècles d'isolement, le pays s'est rapidement modernisé pendant la restauration de Meiji, un événement politique qui a rétabli le règne impérial au Japon en 1868 sous l'empereur Meiji. La nation a bâti une marine et une armée puissantes, inspirées de l'Occident, et a rapidement étendu son territoire. Au début du XXe siècle, le Japon avait déjà vaincu la Chine en 1895 et la Russie en 1905 dans des guerres majeures, prouvant sa force. Dans les années 1930, le Japon est devenu plus agressif. Il a envahi la Mandchourie en 1931 et a plus tard lancé une guerre à grande échelle contre la Chine en 1937. Voulant contrôler les ressources et les terres, le Japon s'est étendu en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. À moins que vous n'ayez vécu sous un rocher, vous vous souviendrez que le Japon a rejoint la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne et de l'Italie, attaquant Pearl Harbor en 1941. Ce geste audacieux a entraîné les États-Unis dans la guerre, préparant le terrain pour la chute du Japon. Cette expansion rapide que le Japon avait en cours a eu un coup terrible. La guerre a épuisé son économie et ses ressources, alors que ses ennemis, notamment les États-Unis, ont mené des attaques dévastatrices. Des villes ont été bombardées, des industries détruites et des millions de vies perdues. L'événement le plus tragique est survenu en 1945, lorsque les États-Unis ont largué des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Les bombardements ont tué plus de 200 000 personnes, beaucoup sur le coup, et d'autres à cause des radiations au fil du temps. En août 1945, le Japon dut se rendre. La guerre était finie, mais la destruction était écrasante. Plus de 3 millions de Japonais étaient morts, et une grande partie du pays était en ruine. L'empire autrefois puissant était brisé. La perte, la souffrance et les bombardements atomiques ont profondément marqué l'esprit des gens. Beaucoup ont commencé à voir la guerre non comme un chemin vers la gloire, mais comme une source infinie de douleur et de souffrance. Selon eux et les États-Unis, un changement était nécessaire. Sous l'occupation américaine qui accompagnait les réformes d'après-guerre, le Japon a été entièrement transformé. Le général Douglas MacArthur et son équipe ont dirigé la transformation et la reconstruction du Japon pour l'empêcher de redevenir une menace militaire. L'adoption d'une nouvelle constitution en 1947, incluant l'article 9 révolutionnaire, était au cœur de la transformation du Japon. Cette clause stipulait que le Japon renoncerait définitivement à la guerre pour résoudre les conflits, et ne maintiendrait jamais de forces armées ou tout autre potentiel de guerre. En désarmant le Japon, l'idée était que le monde ne serait pas à nouveau plongé dans une guerre coûteuse.
Cependant, la création de l'article 9 a suscité une controverse. MacArthur et son équipe, travaillant avec les officiels japonais, voulaient en s'assurer que le Japon ne retournerait jamais au militarisme. La clause était claire. Le Japon ne pourrait pas se permettre de faire la guerre, mais voici le hic. La formulation de l'article 9 laissait une certaine marge pour, disons, l'interprétation. Bien qu'il interdise la guerre et le maintien des forces armées, il ne dit rien spécifiquement sur l'autodéfense. L'incertitude a suscité de nombreux débats au fil des ans sur la possibilité pour le Japon d'avoir des forces militaires uniquement pour sa défense. Où est-ce que l'article signifie que le Japon ne pourrait pas avoir de militaires du tout? Ces questions posées il y a des décennies ont façonné l'identité du Japon et son approche de la sécurité. Nous y reviendrons. Dans les années suivant la guerre, la constitution pacifiste du Japon était vue comme partie intégrante de sa nouvelle identité démocratique. Les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, notamment les bombardements atomiques et la destruction massive, ont profondément marqué le peuple japonais. Beaucoup ont adopté le pacifisme comme moyen de s'assurer que de telles dévastations ne se reproduisent à jamais. L'article 9 est devenu un symbole de l'engagement du Japon pour la paix et son rejet de la guerre. Mais le monde changeait rapidement, et le rôle du Japon dans la politique mondiale allait bientôt mettre à l'épreuve ses principes pacifistes. Tout a changé en 1950 lorsque la guerre de Corée a débuté. Nous sommes unis dans notre détestation de l'esclavage communiste. Nous savons que le coût de la liberté est élevé, mais nous sommes déterminés à préserver notre liberté, quel que soit le coût. Alors que les États-Unis envoyaient des troupes en Corée, le Japon était laissé exposé. Avec la nouvelle République populaire de Chine qui propage le communisme en Asie, les États-Unis ont modifié leur stratégie. Le rôle du Japon est devenu crucial pendant la guerre froide. Les États-Unis exhortent le Japon à renforcer ses défenses pour stabiliser la région. L'ironie de la situation est amusante, n'est-ce pas? Après tout, c'était ce même États-Unis qui avait contribué à la démilitarisation quelques années plus tard. C'était un grand départ de l'objectif original de l'article 9, qui visait à empêcher le Japon d'avoir une quelconque puissance militaire. Alors, que fait le Japon? En août 1950, la réserve de la police nationale a été formée. Officiellement destinée à maintenir l'ordre au Japon, son véritable objectif était de poser les bases d'un système de défense renforcé. La réserve de la police nationale a commencé comme une force légèrement armée de 75 000 personnes, avec 8 000 supplémentaires pour la sécurité maritime. Calquée sur le modèle américain, elle était dirigée par un commandant chapeautant 4 unités régionales. Bien que non officielle, cette force était clairement une réaction au monde en mutation. La guerre de Corée a souligné l'importance stratégique du Japon, et les États-Unis ont vu la réserve de la police nationale comme un moyen pour le Japon de contribuer à la sécurité sans violer sa constitution. Avec le temps, la force a grandi. En octobre 1952, elle a été rebaptisée Force de sécurité nationale et élargie à 110 000 membres. Cela a marqué une étape importante dans le réarmement progressif du Japon, malgré l'insistance du gouvernement sur le caractère non belliqueux de ses forces. La création de la réserve de police nationale et son évolution en force de sécurité nationale reflétaient l'équilibre délicat du Japon. D'un côté, le Japon était lié par sa constitution pacifiste. Par ailleurs, la guerre froide et le besoin d'autodéfense exigeaient une certaine capacité militaire. Cette tension entre idéaux et besoins pratiques a façonné la stratégie de sécurité du Japon pendant des décennies. La force de sécurité nationale a préparé le terrain pour ce qui deviendra plus tard les forces d'autodéfense du Japon, bien qu'elles ne soient pas une armée à part entière. La création des forces d'autodéfense du Japon, en 1954, a été un grand moment pour le Japon, après la Seconde Guerre mondiale. Officiellement, les forces d'autodéfense du Japon ont été créées uniquement pour l'autodéfense, et non pour attaquer d'autres pays. Elle est composée de 3 parties principales. La force d'autodéfense terrestre, pour les opérations terrestres, la force d'autodéfense maritime, qui protège les eaux du Japon, et la force d'autodéfense aérienne, qui garde le ciel du Japon. Bien que les forces d'autodéfense du Japon ne soient pas une armée traditionnelle, elles sont devenues une force puissante et moderne. Le Japon a investi massivement dans des équipements militaires de pointe tels que des avions de chasse, des destroyers et des systèmes anti-missiles. Mais les forces d'autodéfense du Japon ont des limites. Il ne peut pas envoyer de troupes à l'étranger ou lancer des attaques, et toute tentative de changer ces règles provoque beaucoup de débats, à la fois au Japon et dans le monde entier. Le rôle des forces d'autodéfense du Japon se limite à la défense du Japon, en accord avec l'engagement pacifique du pays. La croissance des forces d'autodéfense du Japon a été façonnée par la Constitution du Japon. Bien que la Constitution interdise au Japon d'avoir des forces armées pour la guerre, elle n'interdit pas d'en avoir pour l'autodéfense. Cette faille a permis au Japon de renforcer les forces d'autodéfense du Japon, tout en prétendant suivre ses principes pacifistes. Les forces d'autodéfense du Japon sont conçues pour être purement défensifs, sans capacité d'attaquer d'autres pays.
Cela a permis au Japon d'affirmer que les forces d'autodéfense du Japon respectent l'esprit de l'article 9, bien qu'ils en repoussent les limites. Aujourd'hui, les forces d'autodéfense du Japon sont parmi les forces de défense les plus avancées au monde, avec environ 250 000 soldats. Malgré ces chiffres élevés, les forces d'autodéfense du Japon peinent à recruter suffisamment de personnel. En 2023, ils visaient à 19 598 nouveaux membres, mais 9 959, soit seulement 51% de son objectif. Cela montre à quel point il est difficile pour le Japon d'attirer de nouvelles recrues, surtout avec sa population vieillissante et une résistance culturelle à tout ce qui ressemble à du militarisme. Face à ces défis, le Japon a fortement accru son budget de défense. En 2024, les dépenses de défense représentaient seulement 1,4% du produit intérieur brut, contre 1,3% en 2023 et 1,1% en 2022. Le gouvernement s'engage à augmenter les dépenses militaires à 2% du produit intérieur brut, conformément aux normes de l'OTAN. Le Japon progresse technologiquement tout en augmentant son budget. Le japonais Kaga, un destroyer converti, a récemment facilité l'atterrissage d'un chasseur furtif américain F-35, marquant une étape importante dans les capacités aéronavales du Japon. De plus, le Japon acquiert les drones VBAT de Shield Intelligence Artificielle pour améliorer les opérations de renseignement et de surveillance navale. Tout indique qu'ils renforcent leur sécurité. La position stratégique du Japon demeure critique face aux menaces sécuritaires régionales, notamment de la Chine et de la Corée du Nord. La force d'autodéfense du Japon opère sous des restrictions strictes. Le Japon peut-il se défendre dans un monde de plus en plus dangereux ? La réponse n'est pas évidente. La constitution pacifiste du Japon reste une pierre angulaire de son identité, mais les réalités du monde moderne ont contraint le Japon à s'adapter. Dans ce contexte, la position stratégique du Japon demeure cruciale face aux menaces sécuritaires régionales, notamment de la Chine et de la Corée du Nord. L'expansion militaire rapide et les revendications territoriales agressives de la Chine constituent l'un des défis les plus pressants pour le Japon. Le différend sur les îles Senkaku, connues sous le nom d'îles Diaoyu en Chine, est devenu un point focal de cette tension. Bien qu'inhabitées, ces îles sont stratégiquement significatives, et la Chine a fréquemment envoyé des navires de la garde côtière et des avions militaires dans les eaux et l'espace aérien contrôlés par le Japon, conduisant à des rencontres tendues avec la force d'autodéfense du Japon. Essentiellement, c'est de l'intimidation, et le Japon veut pouvoir se défendre. Au-delà des litiges territoriaux, les ambitions de la Chine dans la région Indo-Pacifique inquiètent également. L'armée chinoise s'est modernisée à un rythme choquant, déployant des missiles avancés, des avions furtifs et des navires de guerre. Cela en fait un ennemi dangereux. De plus, l'influence croissante de Pékin en mer de Chine méridionale et sa position de plus en plus agressive envers Taïwan aggravent les inquiétudes de sécurité du Japon. Si la Chine devait lancer une action militaire contre Taïwan, le Japon pourrait être entraîné dans le conflit en raison de sa proximité géographique et de son alliance avec les États-Unis. Vu les progrès militaires de la Chine, le Japon serait en grande difficulté. La Chine utilise sa puissance militaire et des moyens non militaires pour faire pression sur le Japon. La coercition économique, comme les restrictions commerciales et les boycotts, a servi à punir le Japon pour les décisions diplomatiques auxquelles Pékin s'oppose. De plus, des cyberattaques provenant de Chine ont ciblé des agences gouvernementales japonaises et des entreprises privées, représentant un risque de sécurité significatif. Comme si cela ne suffisait pas, les campagnes de désinformation visant à façonner l'opinion publique au Japon démontrent davantage l'approche multifacette de la Chine pour influencer les dynamiques régionales. Dans le nord-ouest, le Japon a un autre gros problème, la Russie. Le conflit entre les deux pays concernant les îles Kouriles, prises par la Russie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, demeure non résolu. Le Japon souhaite récupérer les îles, mais la Russie refuse toute discussion à ce sujet et a renforcé sa présence militaire dans la région. La Russie et la Chine ont récemment mené des manœuvres militaires conjointes, signe d'une coopération croissante entre eux. Cela complique davantage la sécurité du Japon. Le déroulement de la guerre en Ukraine a empiré les choses. Le Japon s'est joint aux pays occidentaux pour sanctionner la Russie. En réponse, la Russie a fait preuve de sa puissance militaire près du Japon, comme l'installation de systèmes de missiles avancés et la tenue d'exercices navals dans le Pacifique. C'est clairement de l'intimidation. De plus, la Russie contrôle une grande partie des approvisionnements en énergie de la région, et le Japon dépend fortement des importations de pétrole et de gaz. Cela complique davantage la sécurité du Japon. Sans armée, le Japon semble moins menaçant pour la Russie, donnant à Poutine l'impression de pouvoir simplement écraser le pays. Si la Chine et la Russie représentent une menace pour le Japon, celle de la Corée du Nord est carrément apocalyptique.
La Corée du Nord est une menace immédiate et imprévisible pour le Japon. Le régime teste fréquemment des missiles, dont certains ont survolé le territoire japonais, maintenant le pays en alerte constante. Avec l'avancement du programme nucléaire nord-coréen et le développement de missiles balistiques intercontinentaux, le Japon doit se préparer à une potentielle attaque directe ou une escalade soudaine des tensions dans la région. Ces dernières années, la Corée du Nord a lancé plusieurs missiles au-dessus du Japon. Le 29 août 2017, un missile balistique a survolé le Japon et s'est abattu dans l'océan Pacifique, suscitant l'indignation internationale. Un autre incident alarmant s'est produit le 4 octobre 2022, lorsqu'un missile a survolé le Japon puis est tombé dans la mer du Japon, déclenchant des alertes d'urgence pour que les citoyens se mettent à l'abri. Le 3 novembre 2022, un mois après, la Corée du Nord a lancé un missile balistique de longue portée depuis sa côte est, qui a survolé le Japon. Ces tests montrent la détermination de la Corée du Nord à améliorer sa technologie de missiles, malgré les pressions mondiales et les sanctions. Pour le Japon, cela signifie rester vigilant et prêt à répondre à une menace pouvant surgir à tout moment. Le Japon est en difficulté. Les capacités de cyberguerre nord-coréennes sont une menace sérieuse. Le pays a été accusé de pirater des institutions japonaises, y compris des agences gouvernementales et financières, pour voler des données et perturber les opérations. La relation croissante entre la Corée du Nord et la Russie suscite des inquiétudes, car elle pourrait renforcer la posture agressive de Pyongyang en lui fournissant un soutien militaire ou économique. Des signes de danger clignotent de partout pour le Japon. Alors, avec tout cela dit, la grande question est, comment le Japon a-t-il répondu à ces menaces ? Pour commencer, le pays a consolidé son alliance sécuritaire avec les États-Unis en menant des exercices militaires conjoints et en renforçant la coopération sur la technologie de défense. Ce changement reflète la reconnaissance que le Japon doit jouer un rôle plus proactif dans sa propre défense. Le Japon et les États-Unis renforcent leur partenariat de défense, notamment dans le domaine de la technologie militaire avancée. L'implication du Japon dans le programme F-35 est significative. Les forces d'autodéfense du Japon se procurent des F-35, des systèmes antimissiles et des drones pour moderniser leur armée et se défendre contre les menaces régionales grandissantes. En octobre 2023, les États-Unis, l'Australie et le Japon ont annoncé leur collaboration pour développer des avions sans équipage. En décembre 2023, les États-Unis et le Japon ont décidé d'explorer l'intelligence artificielle pour les avions de combat collaboratifs, seulement quelques mois après. Cela a marqué leur premier projet dans le cadre d'un nouveau partenariat de R&D. Un exemple parfait de ce partenariat est le programme F-35, où les États-Unis fournissent au Japon ses jets de pointe. En travaillant ensemble, les deux pays font face aux défis de sécurité partagée, maintiennent la stabilité régionale et renforcent leur alliance grâce à l'innovation et au travail d'équipe. Ce partenariat illustre parfaitement ce qui peut être accompli grâce à la collaboration et à un engagement commun pour la sécurité. En raison des attaques continues, la cybersécurité est devenue une priorité nationale. Le Japon prévoit de créer une agence de cybersécurité dédiée pour contrer les menaces en provenance de Chine, de Corée du Nord et d'autres acteurs hostiles. Sécuriser les infrastructures critiques et renforcer le partage de renseignements avec les alliés sont des éléments clés de cette stratégie. Les gens au Japon sont divisés sur la question. Certains défendent l'identité pacifiste du Japon, tandis que d'autres souhaitent un renforcement de ses défenses. Face à la hausse des menaces sécuritaires, de plus en plus de voix au Japon réclament des capacités de contre-attaque, comme la possibilité de cibler les sites de missiles ennemis avant une attaque. Alors que les tensions régionales continuent de monter, la capacité du Japon à naviguer ces défis de sécurité dépendra d'une combinaison de diplomatie, de préparation militaire et d'alliances internationales. Resserrer les liens avec des pays aux vues similaires, tels que la Corée du Sud, l'Australie et l'Inde, pourrait apporter des bénéfices stratégiques pour contrebalancer l'influence chinoise. La participation du Japon à l'Alliance Quad avec les États-Unis, l'Inde et l'Australie est un pas dans ce sens. Plus que tout, les États-Unis sont le meilleur atout du Japon pour la dissuasion. Depuis 1945, le Japon compte sur les États-Unis pour sa sécurité. Cette relation a été officialisée avec le pacte de défense mutuelle entre les États-Unis et le Japon, signé initialement en 1951 et révisé en 1960. Alors, que signifie ce pacte ? Selon cet accord, les États-Unis promettent de défendre le Japon s'il est jamais attaqué. En échange, le Japon permet aux États-Unis d'avoir des troupes et des bases militaires sur son territoire. Ce pacte a fourni au Japon une protection sous le parapluie nucléaire américain, signifiant qu'une attaque contre le Japon serait repoussée par la pleine force militaire des États-Unis. C'est ce qui a maintenu la Chine, la Russie et la Corée du Nord dans une certaine retenue. Grâce à l'alliance avec les États-Unis, le Japon a pu se concentrer sur le développement économique et technologique, plutôt que de maintenir une grande armée.
La constitution d'après-guerre du Japon lui interdisant d'avoir une armée offensive, le pays a entièrement compté sur cet accord pour sa sécurité. Récemment, la dépendance du Japon envers les États-Unis a été questionnée. Avec les tensions mondiales croissantes et l'hostilité grandissante de ses voisins, beaucoup s'interrogent sur la continuité de l'engagement des États-Unis envers le Japon, et si ce dernier doit assumer plus de responsabilités pour sa propre défense. Malgré ces doutes récents, l'alliance américano-japonaise a été cruciale pour préserver la paix en Asie de l'Est. La présence militaire américaine au Japon, en particulier à Okinawa, a contribué à dissuader les menaces croissantes de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord. Okinawa abrite 32 bases militaires américaines, soit environ 70% de toutes les bases américaines au Japon. Les deux pays collaborent aussi sur des exercices militaires pour être prêts à affronter les menaces régionales. Malgré ces actions, des fissures apparaissent, menaçant de briser l'alliance. Les États-Unis ont incité le Japon à renforcer sa défense, alors que la Chine accroît sa puissance militaire et que la Corée du Nord développe son arsenal nucléaire. Donald Trump a déclaré que l'Amérique ne devrait pas avoir à assumer seule la protection du Japon. Il a exhorté le Japon à payer plus et à jouer un plus grand rôle, suggérant même un retrait potentiel des États-Unis de l'accord. Si le président américain concrétisait cette idée, le Japon se retrouverait en difficulté, privé de la protection dont il a longtemps bénéficié. Cette incertitude a conduit à des discussions sérieuses au Japon sur ce qu'il devrait faire si les États-Unis ne peuvent plus être comptés pour la sécurité. Ces échanges poussent le Japon à revoir sa stratégie de défense. L'une de ces discussions est la grande question de savoir si le Japon devrait construire ses propres armes nucléaires. Le Japon s'oppose depuis longtemps à la prolifération des armes nucléaires. Depuis les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, le Japon milite pour un monde dénucléarisé. Cependant, des dirigeants et experts affirment que le Japon pourrait avoir besoin d'armes nucléaires pour assurer sa sécurité si les États-Unis cessent de le protéger. Après tout, les armes nucléaires sont le dissuasif ultime de la guerre. À son crédit, le Japon a la technologie et les ressources pour construire rapidement des armes nucléaires, s'il le souhaite. Il possède déjà un programme nucléaire solide et une technologie de missiles de pointe. Les partisans affirment que les armes nucléaires dissuaderaient les ennemis et protégeraient le Japon, tout comme elles ont prévenu de grands conflits ailleurs. Toutefois, l'idée que le Japon détienne des armes nucléaires est très polémique. La majorité des Japonais s'y opposent, estimant que cela compromettrait l'identité pacifique du Japon. De plus, si le Japon obtient l'arme nucléaire, cela pourrait déclencher une course aux armements dangereuses en Asie de l'Est. Des pays comme la Chine, la Corée du Sud et la Corée du Nord pourraient réagir en construisant davantage d'armes nucléaires, rendant la région encore plus instable. Le Japon vit une situation difficile. Il n'est pas le seul allié des États-Unis à s'inquiéter pour sa sécurité. D'autres pays, tels que la Corée du Sud, l'Allemagne et la Pologne, envisagent aussi de développer leurs propres armes militaires ou nucléaires. C'est une réponse à l'incertitude quant à la politique étrangère américaine sous Trump. En Corée du Sud, des politiciens ont proposé de développer l'armement nucléaire national pour faire face à la menace nord-coréenne, notamment en cas de diminution du soutien américain. Le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien et du traité Intermediate Range Nuclear Force a accru les inquiétudes en Europe quant à la fiabilité des États-Unis en matière de sécurité. Les pays autrefois dépendants des États-Unis pour leur protection reconsidèrent désormais leur stratégie de défense. Le Japon fait face à l'une des décisions les plus cruciales de son histoire moderne. Devrait-il continuer à compter sur la protection des États-Unis en espérant que l'alliance demeure solide ? Ou devrait-il prendre des mesures pour renforcer son armée, même si cela signifie s'éloigner de ses idéaux pacifistes ? Ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est une question d'identité nationale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'est forgé une image de nation pacifique et non militariste. Cela a été une source de fierté pour de nombreux Japonais. Mais avec un monde de plus en plus instable, le Japon doit décider si son engagement envers la paix peut survivre dans un environnement plus dangereux. L'alliance entre les États-Unis et le Japon a assuré la sécurité du Japon depuis des décennies, mais son affaiblissement nécessiterait une nouvelle stratégie. Qu'il s'agisse d'augmenter sa force militaire, de développer des armes nucléaires ou de former de nouveaux partenariats de sécurité, une chose est claire. Les décisions que le Japon prendra dans les années à venir façonneront son avenir et celui de l'Asie de l'Est pour les générations à venir. Au cœur de la lutte du Japon avec le pacifisme se trouve un profond clivage culturel et politique qui a façonné le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. D'un côté où il y a des gens qui voient le pacifisme et le rejet de la guerre comme un principe sacré, né des horreurs de la guerre et inscrit dans la constitution d'après-guerre du Japon. De l'autre côté, il y a ceux qui croient que le Japon doit changer pour survivre dans un monde dangereux. Ce débat anime la politique, les écoles et les rues du Japon, alors que le pays tente de concilier ses idéaux pacifistes face aux menaces croissantes de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie. Le débat va au-delà de la sécurité. Il concerne l'identité du Japon,
ses valeurs et sa vision pour le XXIe siècle. L'éducation et les musées de la paix ont joué un rôle énorme dans la façon dont les Japonais perçoivent le pacifisme. Pendant des années, les écoles ont enseigné aux élèves les terribles coûts de la guerre, soulignant l'importance de la paix et rejetant le militarisme. Presque tous les étudiants japonais ont visité l'un des 76 musées de la paix du pays, qui sont répartis dans 32 régions. Des musées, comme le musée du mémorial de la paix d'Hiroshima, sont de puissants rappels de la souffrance humaine causée par la guerre, en particulier les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Plus de 74 millions de personnes ont visité le musée d'Hiroshima depuis son ouverture, et la plupart en ressortent avec une forte aversion pour la guerre. Cependant, ces musées se focalisent souvent sur la souffrance japonaise, en passant sous silence les actions du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce récit unilatéral a nourri un profond pacifisme au Japon, mais a aussi été critiqué pour son manque d'équilibre historique. Cependant, l'éducation et les musées de la paix ont été cruciaux pour faire de la guerre un échec politique et moral. Le débat politique sur l'article 9 est au cœur de la lutte. Depuis des décennies, l'article 9 symbolise l'identité du Japon, son engagement envers la paix et son rejet de la guerre. Mais alors que les menaces comme à d'autres pays augmentent, certains politiciens soutiennent que cette clause n'est pas suffisante pour assurer la sécurité du Japon. L'ex-premier ministre conservateur Shinzo Abe a milité pour des réformes constitutionnelles afin que le Japon puisse s'impliquer davantage dans la sécurité internationale. Son concept de pacifisme proactif visait à interpréter l'article 9 pour permettre au Japon de mieux se protéger et protéger les autres. Cependant, les critiques affirment que cela contreviendrait à l'esprit de la Constitution et pousserait le Japon vers le militarisme. Le drame de l'article 9 ne se limite pas aux lois ou à la politique. C'est émotionnel, touchant à l'identité du Japon et à l'héritage de la Seconde Guerre mondiale. De plus, modifier la Constitution est ardu. Cela requiert un vote aux 2/3 du Parlement japonais, et l'aval du public via un référendum. Aucun gouvernement n'a encore réussi à le faire, révélant la profonde division de la société japonaise sur ce sujet. Les citoyens japonais plus âgés qui ont vécu la guerre ou qui ont grandi juste après ont tendance à ressentir fortement le pacifisme. Ils le voilent comme un devoir moral et un moyen d'honorer ceux qui sont morts pendant la guerre. Pour eux, l'article 9 est plus qu'une loi, c'est une promesse que le Japon ne fera plus jamais la guerre. Cependant, la jeune génération japonaise a une opinion différente. Ils ont grandi dans la paix et la prospérité, et ne ressentent pas le même lien émotionnel avec le pacifisme. Les sondages révèlent que bien que la majorité des Japonais appuient à l'autodéfense, les jeunes sont plus favorables à l'amendement de l'article 9 et au renforcement des forces armées nippones. Cette division générationnelle se retrouve également en politique, les jeunes leaders adoptant souvent une approche plus pragmatique de la sécurité. Cependant, même les jeunes Japonais hésitent à embrasser pleinement le militarisme. Le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et des bombardements atomiques influencent encore la perception des Japonais sur la guerre et la paix. Alors que le Japon aborde ces enjeux majeurs, une chose est sûre, le monde observe. La décision du Japon aura un impact significatif sur lui-même et toute la région. La constitution pacifiste du Japon a inspiré, montrant qu'un pays peut rejeter la guerre et choisir la paix. L'expérience pacifiste du Japon est l'une des plus uniques de l'histoire moderne. Depuis plus de 70 ans, il n'a mené aucune guerre ni tiré de coups de feu en colère. Mais face à l'augmentation des menaces et au changement d'alliance, le Japon se retrouve face à un choix difficile. Peut-il survivre sans armée et rester un symbole de paix dans un monde qui semble avoir oublié les leçons du passé? Ou devra-t-il devenir un pays dit « normal », avec tous les risques et responsabilités que cela implique?